célébration de la fête d'Achoura à Bamako et à l'intérieur du pays, les musulmans ont fait des prières, des bénédictions et des projections pour la stabilité du Mali. Nous ferons le point à Bamako et à Tombouctou. C'est un vieux briscard qui est arrivé à la tête du département de l'agriculture. Son nom, Daniel Simon Kelema, il a 65 ans. Ce sexagénaire a gravi tous les échelons, directeur national et secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Il dit mesurer les défis et se dit confiant à les relever. Son portrait avec Bemba Sibi. Dossier AES, la presse malienne se dit prête à jouer le rôle qui est la sienne pour accompagner les initiatives des présidents des 3 pays. Cela passe par la professionnalisation des journalistes. Notre reporter Seydou Traoré a fait le tour de certaines fêtières. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à l'ERTM. Mercredi 10 juillet 2024, jour d'Achoura, la communauté musulmane a célébré le 10e jour du Nouvel An par des prières, des bénédictions, des aumônes. Mosquées et espaces publics étaient pris d'assaut dans la nuit du mardi à mercredi. Nos équipes de reportage ont fait le tour de la capitale. Et dans la communion, tous ont prié pour la paix et la stabilité du Mali. Achoura célébré à Bamako à travers des séances de prière et de bénédiction pour la paix et la stabilité au Mali. À Tombouctou, les érudits et les fidèles se sont rassemblés à la grande mosquée Alpha Sékou pour la traditionnelle Fatiha avant de faire les projections de la nouvelle année musulmane. On en sait plus dans ce reportage de Amou Soumaïla. Le Coran, formulation de vœux à soi et aux musulmans, ce sont là entre autres actes qui marquent Achoura ou de chaque début de l'année musulmane à Tombouctou. La mosquée Alpha Sékou abrite ces instants importants et l'engouement des fidèles les prouve à suffisance. Ici, les érudits ont coutume de faire des projections sur la nouvelle année musulmane et attirent l'attention sur les dangers qui pourraient advenir au cours de l'année et les sacrifices indispensables. Il y aura de pluie, il y aura de l'agriculture, ça va marcher, les animaux, ça va aller un peu, Inch'Allah. Et puis, il y aura beaucoup de difficultés dans l'année. On devrait faire beaucoup de saraka, beaucoup de doigts pour tous les musulmans du Mali. Ces invocations qui ont été formulées pendant ces 10 jours soient pour nous l'accomplissement de tous nos vœux vers la paix et la réconciliation des cœurs. Au nom de tous les fidèles musulmans, nous tenons à dire bonne fête à l'ensemble des musulmans à travers le monde. Au cours de cette année, que l'entente, la paix, la cohésion sociale soient renforcées entre tous les Maliens. Après la cérémonie, quelques fidèles partagent des mains chez le chef de quartier de Sarakena, une tradition qui est très respectée à la fois par la famille haute et les fidèles musulmans. Et puis ça a accepté tous nos doigts. Vous l'avez suivi hier sur ce même plateau. Le nouveau ministre de l'Agriculture se nomme Daniel Simon Kelema, un vieux briscard du domaine. Ce sexagénaire a presque gravi tous les échelons. Il a été directeur national de l'Agriculture, secrétaire général du ministère de l'Agriculture où il fit valoir ses droits à la retraite. Il dit être conscient des défis qui l'attendent. Allons à sa découverte avec Bemba Sibi. C'est un fin connaisseur des questions agricoles qui occupe désormais le fauteuil de ministre de l'Agriculture, un poste qui vient couronner une longue et riche carrière dans le monde paysan. À 66 ans, le ministre Kelema peut aisément être qualifié de soldat de la terre. Il intègre la fonction publique en 1985 à la direction de l'opération Rido Mopti. De 1986 à 1993, il exerce successivement comme chef de la zone d'expansion agricole de Gouma dans le
cercle de Douanzan, puis adjoint au chef de secteur de développement agricole de Bankas et chef de la division formation, animation et vulgarisation à la direction régionale de l'agriculture de Mopti. En 1994, il est promu directeur régional de l'agriculture de Caille. Ce fut le début d'un périple d'une dizaine d'années. Le natif de Namposela, dans le cercle de Koutiala, est nommé directeur régional de l'agriculture de Caille. Il passe par Mopti avant de poser ses valises à la direction régionale de l'agriculture de Koulikoro. Ces années de service amènent l'ancien pensionnaire du lycée de Badala à Bamako comme directeur national adjoint de l'agriculture. On est en 2005. 3 ans après, il gravit les échelons pour devenir directeur national de l'agriculture, un poste qu'il va occuper durant 6 ans avant de devenir secrétaire général du département en charge des questions agricoles par 2 fois, de 2014 à 2016 et de 2021 à 2023. Avant sa nomination, il était conseiller spécial du président de la transition. Daniel Siméon Kelema, chevalier de l'ordre national et commandeur de l'ordre du mérite agricole, est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en agronomie de l'université Karl Marx de Leipzig en Allemagne. Il parle couramment le français, l'allemand, le bambara et le mianka. Les membres de la commission défense nationale du Conseil national de transition étaient hier dans la nouvelle région de Bougouni. Ils ont échangé avec les autorités administratives avant de visiter le futur camp militaire de la région. Nos envoyés spéciaux sont Aridou Matina et Abdraman Doka Traori. La commission défense, sécurité et protection civile du Conseil national de transition dans la cité du Bani Mounouché pour voir l'évolution de la situation sécuritaire et l'organisation des différents démembrements du secteur de sécurité. C'est une visite extrêmement importante. Depuis un certain temps, cette région-là connaît certaines découvertes en matière de ressources minières. C'est une région très importante qui aujourd'hui mérite d'être sous surveillance, une surveillance accrue. La commission, dans son programme, a tenu à visiter les lieux des différentes unités chargées d'assurer la sécurité, à savoir la direction régionale de la police nationale de Bougouni, la direction régionale de la protection civile, la garde nationale, le groupement de la gendarmerie nationale, la compagnie et la brigade territoriale de la gendarmerie nationale construite récemment. Ce que j'ai remarqué qui est vraiment important, ça c'est le degré d'engagement de ces hommes-là. Ils travaillent dans des conditions que eux-mêmes ils ont créées, qu'ils ont améliorées. Ils ne s'asseyent pas pour attendre tout de l'État. Et ils ne s'en plaignent pas. Et c'est ça qui est important. Au-delà de tout ça, il y a des extractions d'or, et par les nationaux, et aussi par des étrangers. Tout cela requiert un besoin de sécurité important. Donc il faut des effectifs. La délégation du CNT, conduite par le général Lakané, a également fait un tour au camp militaire de Bougouni, dont les travaux avancent à hauteur de souhait. Ce nouveau camp, bâti sur une superficie de 750 hectares, quand vous regardez avec quelle vitesse ce camp-là est sorti de terre, eh bien, c'est digne d'éloge. C'est une volonté manifeste de vouloir doter les forces de défense et les forces de sécurité des moyens adéquats. La situation sécuritaire de la région de Bougouni est globalement stable, assurance donnée par le chef de l'exécutif régional et le commandant des zones. Quant à la commission défense, sécurité et protection civile du CNT, elle rassure de s'investir auprès des autorités pour l'amélioration des conditions de travail des différents démembrements du secteur de sécurité de la région. Paix et réconciliation au Mali, question d'actualité, nous fait le point dans un numéro spécial avec un gros plan sur la vision des autorités de la transition. Sira Batili reçoit le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, la colonel-major Ismaël Ouagé, le représentant de l'état-major général des armées, colonel-major El Hadji Moussa Diakité, ainsi que les secrétaires généraux des mouvements signataires de l'accord. Dans l'extrait que je vous propose, les invités reviennent sur les raisons de la caducité de l'accord Césaki et la mise en œuvre des recommandations du dialogue intermalien. On regarde. C'est que, en réalité, la médiation de l'Algérie, assurée par l'Algérie, avait d'énormes difficultés à aplanir souvent les divergences entre les différents acteurs, le gouvernement et les mouvements signataires.
Donc il y avait une défaillance en réalité à ce niveau. Il y avait des blocages par rapport à cette médiation. Il y a aussi l'engagement des mouvements signataires aux côtés de l'État pour exercer la souveraineté de l'État comme acquis de l'accord sur toute l'étendue du territoire national. Quels sont les autres engagements des parties prenantes qu'on peut noter? Nous savons que les Sahel et le Mali en particulier se retrouvent dans une situation extrêmement difficile et que c'est ensemble, en nous donnant la main, nous et nos autorités, avec l'ensemble de nos populations, qu'on pourra éventuellement tracer les voies et moyens qui vont nous permettre de sortir de cette crise-là. Donc nous croyons fondamentalement et élémentairement à cette dynamique-là de retrouvailles entre Maliens. Le dialogue a parlé de la charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Déjà, il y a une commission qui a été mise en place avec un décret qui a commencé à travailler sur un avant-projet de charte. Au niveau du ministère de la Réconciliation, il y a des instructions qui ont été données juste après le dialogue, lors d'un conseil des ministres, où on nous a instruit rapidement de proposer un plan d'action pour la mise en œuvre de ces recommandations qui a été faite aujourd'hui. Nous avons des recommandations avec des propositions de plans d'action clairs et qui vont être données à chaque ministre pour qu'on puisse commencer réellement la mise en œuvre du dialogue. Par rapport à la sécurité, qu'est-ce que vous avez noté comme recommandation du peuple? On a noté entre autres l'équipement continu des forces armées, le maillage du territoire national, c'est-à-dire le déploiement des forces armées sur tout le territoire national. La décentralisation de la sécurité, c'est-à-dire en profondeur, amener des localités à prendre en charge leur propre sécurité en accompagnant les forces armées. Ça nous réjouit. Il faut que les Maliens comprennent, ceux qui sont égarés, qui n'ont plus raison. Et que c'est leurs propres frères qui peuvent quitter même Bamako pour aller les voir et dire qu'ils n'ont pas raison. Il ne s'agit pas de se donner une raison et aller se faire cacher ailleurs. L'État malien aujourd'hui a besoin de tous ses fils et les populations en ont souffert. L'État malien même en a souffert. C'est ce qui fait que moi j'ai besoin d'une paix totale, pas une paix imposée, pas une paix de profit. Voilà, question d'actualité à suivre sur l'ensemble de nos réseaux juste après ce journal-là. La région de Sikasso bénéficie de plus de 4000 tonnes d'urée. Le sac de 50 kg est cédé aux producteurs à 14 000 francs CFA. Le lancement de la campagne de distribution a eu lieu en début de semaine en présence du gouverneur de la région. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Russie. Le reportage de Mustapha Doumbia. Cette remise symbolique marque le lancement de la distribution de l'urée dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Russie, de l'engrais mis à la disposition des producteurs à un prix accessible. Chaque année, nous procédons au recensement des producteurs au niveau de nos secteurs de base. Et ça, c'est le critère numéro 1 pour bénéficier des intrants accessibles aux producteurs au prix de la subvention, c'est-à-dire 14 000 francs. Des sacs de 50 kg. Sur une quantité globale de 20 179 tonnes pour l'ensemble du territoire, la région de Sikasso a bénéficié de 4 478 tonnes, ce qui vient encourager les producteurs à un moment opportun. L'urée ici de la coopération avec la Russie vient à point nommé parce que déjà les semis sont avancés, les plants ont présentement besoin d'urée pour quand même faire une très bonne croissance. L'occasion est propice pour les forces de défense et de sécurité pour attirer l'attention des producteurs sur tous les enjeux liés à cet engrais qui peut être utilisé à d'autres fins. C'est un produit à double tranchant parce que c'est composé d'azote. Donc si ça tombe entre les mains des djihadistes, il peut en profiter pour faire un EI. C'est très dangereux. C'est pourquoi j'invite les agriculteurs à faire bon usage de ce produit-là. Donc nous allons mettre en place des systèmes pour suivre jusqu'au niveau des champs pour voir comment ils vont faire. La stratégie adoptée par la direction régionale de l'agriculture de Sikasso, c'est de responsabiliser les chefs de village. Et je trouve cette stratégie très bonne parce que, comme vous le savez, cet engrais est aussi utilisé pour d'autres fins. Donc nous leur avons conseillé une utilisation judicieuse de ces quantités d'engrais. Après le lancement de la distribution de l'urée, la gouverneure et sa délégation ont visité les stocks de semences de riz, de maïs et d'oignons gracieusement mis à la disposition des producteurs dans le cadre du PRESA, programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest.
Séance de restitution du rapport du comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation dans les régions de Gao et Dioïla. Les cérémonies se sont déroulées en présence des autorités politico-administratives, les légitimités traditionnelles et des représentants des organisations de la société civile. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Rakiatou Touré et Daniel Fomba. La rencontre d'une journée visait à partager avec les acteurs locaux le contenu du rapport annuel 2023 du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation de l'État. Au début des travaux, le préfet du cercle de Gao a appelé les participants à un travail assidu afin que la région de Gao ne reste pas en marge de la refondation du Mali. Nous sommes tout heureux dans la cité des Askia d'accueillir la mission de restitution. Ça offre une opportunité de mesurer le chemin que nous avons déjà parcouru. C'est le lieu, en tout cas, d'être là à l'écoute de la mission pour savoir et mesurer ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Largement exposé par la mission du sincère ANR, le document a été amendé et validé par les participants. Nous avons constaté que ce que nous avons dit lors des assises sont revenus en nous et nous avons vérifié certaines actions qui ont été menées. Certaines ont été faites, d'autres sont en instant. Plus de 100 000 Maliens ont participé aux activités des assises nationales de la refondation, du niveau communal au niveau national. Les participants ont élaboré 517 recommandations qui constituent l'ossature de la refondation de l'État du Mali. La mission a remis aux autorités le rapport 2023 du comité. Sur les 517 recommandations formulées lors des ANR, 55 priorisées, parmi lesquelles 20 réalisées, 33 en cours de réalisation et 2 non réalisées. Cette session d'échange a été saluée par les participants. C'est une manière d'obtenir vraiment des idées pour la réussite ou pour un développement durable de notre pays. C'est vraiment un atout pour moi de bien participer à de tels ateliers. Les ANR ont pris une bonne direction avec l'adoption de la Constitution. Avec l'adoption de la nouvelle Constitution, nous répondons à plusieurs problématiques qui étaient posées aux citoyens. À commencer d'abord par une question fondamentale, c'était que notre pays devienne un pays souverain. Nous avons dans la Constitution 3 principes. C'est d'abord l'indépendance de l'action de notre pays, la défense de l'intérêt, des intérêts du peuple malien et également engager des actions qui soient profitables au peuple malien. Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités maliennes ont ouvert plusieurs grands chantiers dans le cadre de cette refondation de l'État. Ces chantiers en cours de réalisation concernent des domaines importants de la vie nationale, comme les conditions de vie de la population, les infrastructures, les institutions, l'environnement. Signalons qu'au cours de cette rencontre, une copie du rapport sincère ANR 2023 a été remise au gouverneur de Douila. À Kaya, le complexe minier Loulo-Gunkoto fait le bilan de quelques réalisations. Parmi celles-ci, l'opérationnalisation de la nouvelle carrière de Baboto et la formation de son personnel en Tanzanie. Le reportage de Kansutu Kanouti. C'est dans une atmosphère bon enfant que se sont tenus à Dijon les travaux de la deuxième session du conseil d'administration du complexe minier Loulo-Gunkoto. Presque toutes les activités ont été menées à hauteur de souhait, malgré quelques incidents. C'est un trimestre qui s'est bien déroulé. Néanmoins, on a eu quand même quelques incidents majeurs. Pour ce faire, je pense que c'est important qu'on montre à nos administrateurs toutes les leçons apprises de ces incidents qui impliquent notamment les engins lourds, tant en termes de conditions de ces engins, des capacités des ouvriers qui les conduisent et aussi du respect des procédures. En termes de production, le complexe minier Loulo-Gunkoto a atteint ses objectifs. On est en bonne posture pour pouvoir continuer sur cette lancée et délivrer nos productions pour 2024. Nous avons eu moins 30 de nos superviseurs et contre-maîtres et même surintendants qui ont été envoyés en Tanzanie dans un centre d'excellence de formation du groupe pour apprendre en fait à développer leurs compétences personnelles et à revenir
à travers des projets pour pouvoir apporter plus d'innovation et répondre en fait aux besoins de cette mine. À l'issue des travaux, le directeur général du complexe minier Loulo-Goungoto, Abbas Koulibaly, a invité tous les travailleurs à serrer la ceinture afin d'honorer leurs engagements auprès du gouvernement du Mali et des actionnaires de Barrick. 2 chèques géants ont ensuite été remis par le PDG de Barrick, Marc Bistro, à 2 associations, à savoir Sport Handicap et Sindiaton. Le ministère en charge de la justice engage une réflexion sur les dispositions du Code des personnes et de la famille. Il s'agit des dispositions relatives à la nationalité malienne. Le but de l'exercice est de corriger les insuffisances constatées en vue d'une application saine et effective des différents textes. Sokona Kamisoko nous en dit plus. Depuis 2011, le Mali s'est doté d'un code des personnes et de la famille, un code qui traite de la nationalité malienne dont les dispositions précisent notamment les critères d'acquisition, les conditions de perte et de déchéance, ainsi que le contentieux de la nationalité. 13 ans après la mise en œuvre de cette disposition, certaines insuffisances ont été constatées. Le département en charge de la justice ouvre donc le débat en vue d'adapter le texte à la réalité actuelle. Il s'agira donc, au cours de cet atelier, pour vous, d'échanger sur les modes et procédures d'acquisition de la nationalité malienne, d'identifier les difficultés pour mieux cerner l'esprit des dispositions légales et réglementaires, de passer en revue des projets de formulaire pour évaluer la complétude des points à renseigner et juger de la pertinence des informations à recueillir. La rencontre permettra surtout de mettre l'accent sur le rôle de chaque acteur pour aplanir les difficultés et harmoniser les dispositions. La finalité est de parvenir à une application saine et effective des différents textes. Il ne sera point redondant ou superfétatoire de rappeler ou de préciser que ces efforts visent aussi à assurer aux groupes cibles une jouissance paisible et utile des droits liés à la citoyenneté malienne conférés par les textes. À l'issue de la rencontre, les participants doivent valider les formulaires types relatifs à la nationalité malienne. Le réseau ouest africain des jeunes filles femmes leaders et ses partenaires s'inscrivent dans la même dynamique de relecture des textes. Ils harmonisent les lois de protection et de défense des droits des femmes et filles au texte des conventions internationales ratifiées par le Mali. Le reportage de Batraoui. Pour le ROAGELF, réseau ouest-africain des jeunes filles, femmes, leaders et ses partenaires, la meilleure manière de défendre les droits des femmes, jeunes filles et enfants, c'est d'adopter des textes forts et harmonisés avec ceux des conventions internationales que le Mali a ratifiées. La rencontre du jour qui regroupe les acteurs clés du domaine est une suite logique de forums organisés il y a quelques mois à Ségou sur la thématique. Au Mali, il y a un instrument juridique qui est là, qu'on appelle le Code de la famille, qui effectivement stipule que les filles peuvent être mariées à l'âge de 16 ans. Contrairement à cela, l'enfant à 16 ans est toujours un enfant, mais on devient majeur à partir de 18 ans. Ce qui est à contrario par rapport effectivement à la Convention internationale en la matière. Donc, le besoin d'harmoniser effectivement ces instruments juridiques nationaux par rapport aux instruments juridiques internationaux s'impose comme étant une priorité. Surtout quand on parle vraiment de la situation des filles ou bien des jeunes filles, c'est-à-dire que le mariage précoce ou bien le mariage forcé. La commune de Bla est vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui. Pour les membres du réseau, cette rencontre constitue un plaidoyer en vue de l'élimination des pratiques discriminatoires dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les enfants. De faire un suivi des recommandations issues du forum précédent et d'élaborer un draft de feuille de route qui va nous servir de plan de plaidoyer auprès des institutions qui seront à l'ordre du jour. Le réseau ouest-africain des jeunes filles femmes leaders est l'une des 9 composantes du programme CILID, une organisation internationale de la société civile qui milite pour la protection et la défense des droits des couches faibles. C'est demain, jeudi 18 juillet, que s'ouvrent à Bamako les états généraux du notariat malien.
Ce forum se tient pour la première fois depuis la création de cet ordre professionnel. Il enregistrera la participation de plusieurs membres de la corporation et d'éminents experts. Les objectifs visés par ce forum est de faire l'état des lieux et de l'évolution de la profession de notaire au Mali et de réfléchir sur les nouvelles orientations permettant à la profession de faire face aux défis actuels et futurs. La tenue de ces états généraux sectoriels s'inscrit dans la dynamique du renouveau de la justice. Le président de l'Ordre des notaires, Maître Yacouba Massama Keïta, nous explique les enjeux de cette rencontre. Il est au micro de Bemba Sibi. Les états généraux, généralement, sont convoqués en période de crise. Et vous savez que le Mali traverse depuis plus d'une décennie une crise multidimensionnelle. Et la justice n'est pas en marge de cette crise. Tout le monde connaît les mots aujourd'hui qui rongent la justice malienne. Même si l'actuelle équipe, avec à sa tête le ministre Kazougué, est en train de faire de bonnes choses, n'est-ce pas, dans le sens de l'amélioration de la justice au Mali. Puisque la justice malienne est en crise, le notariat se trouve au sein de la justice malienne. C'est ce qui a poussé le ministre de la Justice à demander à toutes les organisations professionnelles du secteur de la justice d'organiser leurs états généraux dans un certain délai. C'est ce qui explique les états généraux du notariat qui débutent ce jeudi pour se terminer le vendredi. Faire une rétrospective, faire le bilan du passé, regarder ce qu'il y a aujourd'hui dans le but d'envisager une perspective meilleure. Il y aura un débat franc entre notaires sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de thèmes qui seront animés par des panélistes et pour tirer les meilleurs profits de ces états généraux. Nous sommes 61 notaires, tout le monde participera à ces états généraux. Il y a un thème global, c'est le notaire acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique et de la paix sociale, qui fera l'objet de débats au cours de ces 2 jours. Autre rendez-vous à mettre dans vos agendas, c'est la 4e édition de Mali Digital Awards prévue ce jeudi à Bamako. L'édition 2024 est placée sous le thème Souveraineté numérique, défis et opportunités. Je vous invite à écouter la chef du projet de coordination du programme Mali Digital Awards, Ada Wologem, et elle est au micro de Bokari Koulibaly. Mali Digital Awards, c'est un salon du digital et des nouvelles technologies qu'on organise depuis 4 ans. Nous sommes à la 4e édition cette année sous le thème de souveraineté numérique, les défis et les opportunités. C'est un salon qui permet de réunir les professionnels du domaine des nouvelles technologies autour de sujets innovants tels que des panels, tels que des keynotes, des ateliers de formation pour la jeunesse et un espace dédié aux professionnels du domaine pour exposer leurs produits et leurs services. Un dernier pan est lié à un concours qu'on organise chaque année pour ceux qui se sont démarqués à créer des solutions innovantes de l'année N-1 à l'année N. Les enjeux de cette 4e édition des Mali Digital Awards, c'est bien évidemment la promotion de l'innovation, le développement économique, la formation et l'éducation de la jeunesse, le renforcement des réseaux professionnels, la visibilité et l'attractivité du pays parce que tout l'événement de A à Z sera en ligne sur nos réseaux sociaux. Mali Digital Awards aura lieu au CICB de Bamako à partir du 18 juillet, ce jeudi, du 18 au 20 juillet. Donc on a une partie de l'activité qui va se passer à l'AGETIC. Donc nous avons 100 jeunes qui seront formés dans le domaine du développement web à l'AGETIC. C'était la fête dans le village de Monzon-Blénan, localité située à une dizaine de kilomètres de Fana. Et pour cause, les populations inauguraient leur tout premier CSOM. Fin donc les évacuations sanitaires. Le coût de réalisation est de 60 millions de francs CFA financés par les fils du terroir. Nos envoyés spéciaux sont Bokari Koulibaly et Abdoulaye Samaki. Situé à 135 km de Bamako dans le cercle de Fana,
Monzomblena est connu pour son accès difficile à cause de l'état chaotique de la route. En période d'hivernage, c'est le calvaire total pour les usagers. Bon, an bɛ muso dɔw ta u kɔnɔma k'a sigi mototigi de kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi a kɔfɛ. Bon, tuma dɔw la a bɛ kɛ samiya fɛ a bɛ se ka binko fila kɛ sira fɛ. Bon, o degunba kun b'an kan. Ce dimanche 14 juillet 2024, un nouveau soleil s'élève sur Monzomblena. Après 18 mois de travaux, un centre de santé communautaire est inauguré dans le village. Coût de réalisation 60 millions de francs CFA. L'infrastructure sanitaire est entièrement financée sur fonds propres par les enfants de la localité. Ɲɛnamaya ko la bon ala ye dɔɔni kalifa i ma seko ye min ye dugu ko la ani kabila ko la ani jamana ko la et puis o kɛ quoi état yɛrɛ kan ka nin kɛ mais an y'a jateminɛ yani olu ka na an yɛrɛ y'an seko fitinin ye quoi. Pour les femmes du village, c'est un rêve qui devient une réalité. Sisan n'an ka muso ko bi jigin dɔgɔtɔrɔso b'an kɔrɔ n'an taara gɛlɛya wɛrɛ tɛna k'a la faratigɛ taara foyi wɛrɛ taara fo dɔgɔtɔrɔso fila an kɔrɔ an bɛ taa an ka muso bila yen nɔ o bɛ jigin. Ne man kɛnɛ bi ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ne ka den man kɛnɛ bi n bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n buramuso ka tin wulila n taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o y'an bɛ taama ka taa yen olu ka nɔgɔn o ye nafa dɔ ye. Bâti sur un demi-hectare, le CSCOM comprend une salle de consultation prénatale, une salle d'accouchement, une salle de soins, des latrines, une demeure pour le personnel, entre autres. Il y a un technicien de santé qui fera office de DTC, il y a un infirmier obstétricien qui sera la responsable de la maternité. Donc les consultations prénatales, les accouchements, les consultations générales qui se feront ici sont considérées comme des prestations de qualité. On est vraiment très heureux parce que cela participe aujourd'hui à relever nos indicateurs au niveau de la santé. Donc nous sommes très contents, très heureux et on espère que d'autres citoyens aussi vont suivre. Et les parrains de lancer un message à la jeunesse de Monzomblena. Demeurer unis, cultiver toujours le sentiment d'excellence et d'accepter de souffrir pour ceux qui viendront après eux. On ne doit pas tout attendre de l'État, on ne doit pas tout attendre du gouvernement. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça notre devise. Cachée derrière les feuillages de karité et de baobab, la population de Monzomblena est estimée à près de 1000 âmes. Après l'acquisition de ces centres hospitaliers, la problématique des routes, celle d'accès à l'eau potable et la dotation de l'hôpital en engin roulant demeurent également des préoccupations de taille. La population dit compter sur les autorités pour tirer ces épines de leurs pieds. Le groupe de finances atlantique AFG Bank ouvre ses représentations à l'intérieur du pays. Cette banque vient d'ouvrir ses portes à Ségou avec des innovations et approches de liens solides avec les clients. Le reportage de Honoré Tchenou. La Banque du commerce et d'industrie du Mali, BICIM, devient AFG Bank, groupe finance atlantique. La présente cérémonie consacre l'ouverture officielle de AFG Bank à Ségou. Cette intermédiation financière innove avec beaucoup de produits pour accompagner les clients. Ce changement de nom nous a offert l'opportunité d'accélérer notre politique de proximité, notamment en proposant de nouvelles offres de produits et services qui correspondent davantage aux attentes et besoins des citoyens maliens, tout comme à ceux des entreprises et des structures publiques. AFG Bank s'inscrit dans une dynamique de renouveau pour l'intermédiation financière au bénéfice des populations. La ville de Ségou s'honore de voir installer la prestigieuse banque au service de ces populations qui, à n'en point douter, vient enrichir l'offre de services bancaires destinés aux habitants de notre région. L'ouverture de cette banque vient aussi augmenter les opportunités pour les populations de Ségou d'accéder au financement. Notre présence aujourd'hui à cet important événement témoigne de la vitalité économique de notre belle région qu'est Ségou. Au carrefour du sud et du nord du Mali, en contact avec le Burkina Faso voisin,
Elle regorge en effet de potentialités dans des domaines aussi variés comme l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage, la pêche, les transports, j'en passe. L'arrivée d'AFG Bank à Ségou représente donc une opportunité. Déjà, AFG Bank compte 11 agences à Bamako, plus celles de Kayi et Ségou. Et nous ouvrons à présent la page spéciale consacrée à l'actualité de l'AES. La presse malienne se dit prête à jouer le rôle qui est le sien pour accompagner les initiatives des présidents des 3 pays. Cela passe par la professionnalisation des journalistes. Notre reporter Seydou Traoré a fait le tour de certaines fêtières. Suivant. L'espace médiatique malien, avec plus de 400 stations radio-diffusion, une soixantaine de journaux, des médias en ligne et une trentaine de télévisions, a toujours joué un rôle déterminant dans les grandes décisions de la nation. Avec la Confédération des États du Sahel, le 4e pouvoir entend jouer sa partition. Les radios de proximité doivent communiquer avec la population, les expliquer les enjeux, et l'importance et les défis de l'AES. L'AES, à travers la Confédération, a décidé de travailler sur 3 axes, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Alors, il est du devoir des journalistes d'expliquer cela à la population. On est journaliste, certes, mais on vit dans un pays. On est obligé d'informer, de jouer notre rôle. Ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de contribuer à la construction, au développement du pays. Dans la pratique journalistique, le travail professionnel des médias privés est aujourd'hui en adéquation avec le mécanisme de communication de la Confédération AES. L'AES en fait est portée sur les fonds baptismaux dans un contexte où nous savons que l'infodémie, pour ne pas dire la désinformation, a pignon sur rue. La presse va en fait mettre cette corde-là sur l'arc, notamment combattre vraiment les fausses informations. C'est important d'impliquer la presse privée dans la couverture de ces événements, ne serait-ce qu'une petite invitation pour dire à tel événement, nous souhaiterons vous avoir avec nous. Voilà. Pour accompagner les initiatives de la lutte contre la désinformation, les professionnels de la presse privée du Mali demandent plus de disponibilité aux autorités des 3 pays afin de combler le vide créé par la suspension de certains médias étrangers au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Il y a des puissances qui sont derrière la désinformation. Pour lutter contre ces désinformations, il faut avoir également des moyens forts, mais également il faut avoir des implications fortes. Nous, on a déjà joué notre rôle de responsabilité, non seulement en formant les journalistes sur le fact-checking, mais également en formant les patrons de presse comment lutter contre la manipulation de l'information. Les acteurs de la presse privée espèrent que les informations concernant la Confédération AES soient transmises en temps réel pour que les populations soient mieux informées dans l'espace AES. Et nous nous rendons au Burkina Faso pour parler de la promotion de la bonne gouvernance. La présidence du Faso a élaboré et adopté un code d'éthique et de déontologie pour le personnel. La première institution du pays a aussi créé en son sein un comité anticorruption. Le code en question a été remis hier au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le commentaire de Tanga Kafando de la télévision burkinabé. Le directeur du cabinet du président du Faso remet le code d'éthique et de déontologie ainsi que l'arrêté portant organisation et fonctionnement du comité anticorruption de l'institution au chef de l'État. Un exemple venu du haut 5 jours après le discours du président du Faso aux forces vives de la nation, dans lequel le capitaine Ibrahim Traoré annonçait des mesures de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption dans l'administration publique. 2 arrêtés ont été pris. Un arrêté portant adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour le personnel de la présidence du Faso et un deuxième arrêté
portant organisation, fonctionnement du comité de lutte contre la corruption, comité anticorruption. Donc ce qui a prévalu cela, c'est bien sûr pour asseoir une dynamique formelle afin d'encourager tous les agents à partir de la présidence du FASO et ailleurs à promouvoir les bons réflexes, les bons gestes, les bonnes actions pour lutter efficacement contre la corruption et également avoir des actes citoyens, des actes d'éthique qui permettront à notre nation de mieux se porter dans l'administration et de manière générale dans la vie. Le code ne remplace pas la loi, précise le directeur de cabinet. Il donne des notions de bon sens et encourage les bonnes actions. En cas de manquement, il y a déjà des textes qui précisent les sanctions qui sont prévues. Le code s'évertue à donner des notions de bon sens et de bonne action. Mais pour les manquements, il y a tout ce qui concerne le code de procédure pénale et tout ce qu'il y a aussi comme statut particulier réalisé par les institutions dans lesquelles se trouvent les dispositions prises en cas de manquement ou de non-respect d'une ou d'autres règles. La mise en place du comité vise à faciliter la dénonciation des actes de corruption et les manquements et à renforcer le rapprochement entre les agents et les responsables dans l'intérêt du service public. Le Burkina et le Mali mènent des actions communes afin d'appuyer les populations dans les initiatives locales. C'est ainsi que le programme d'appui à la résilience et à l'inclusion des communautés a vu le jour. Le projet concerne la province de Soum au Burkina Faso et le cercle de Douanzan au Mali. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 98 milliards de francs CFA. Nous retrouvons nos collègues de la RTB, Urbain Benito Somé et Moussaki. Après 4 années de mise en œuvre du programme d'appui à la résilience et l'inclusion des communautés Mali-Burkina-Parik, les acteurs dressent ici le bilan des activités. Octroi de crédits, prise en charge sanitaire des enfants malnutris et construction de logements pour personnes déplacées internes. Le Parik se veut un moyen pour améliorer significativement les conditions de vie des personnes vulnérables dans ces zones d'intervention. Au niveau de la malnutrition, les activités de Parik ont permis en tout cas la récupération de beaucoup de malnutris et ça a amélioré beaucoup la santé des enfants dans le district santé de Divo. La remise à niveau et la formation continue des agents de santé du district sanitaire aussi a été assurée aussi. Nous avons bénéficié d'un appui en vivres. Nous avons par ailleurs reçu une dotation pour exercer des activités génératrices de revenus. Le Parik est mis en œuvre par l'ONG Solidarité Internationale en partenariat avec l'ONG AGEB. Les zones de mise en œuvre sont la province du Soum au Burkina et le cercle d'Ouanza au Mali. Les résultats tels qu'on l'a présenté, je pense que c'est très satisfaisant. Au regard des témoignages, non seulement des témoignages, mais au regard des données qui ont été récoltées et surtout le contexte dans lequel le projet a été mis en œuvre. C'était un contexte très très volatile, mais avec le mécanisme d'adaptation des activités, on a fait plusieurs fois des adaptations. L'Union européenne est le partenaire financier du programme. Sa contribution s'élève à plus de 95 milliards de francs CFA. Les axes d'intervention sont la protection sociale, la santé nutrition, la sécurité alimentaire, la gouvernance locale et la cohésion sociale. Au Niger, voyons avec Abdoulaye Koulibaly cette histoire qui a fait beaucoup de bruit. La présence militaire française dans le nord Bénin. Je vous invite à suivre son reportage. Il vous souviendra que Télé Sahel avait diffusé il y a plusieurs semaines des extraits d'une vidéo tournée par un journaliste français sur la présence militaire française à Kandi, dans le nord Bénin. La diffusion de cette vidéo sur nos antennes nous avait valu en son temps des qualificatifs peu amènes, nous traitant notamment de non-professionnels ayant tronqué l'information. Aujourd'hui, cette même presse française veut revenir enquêter au Bénin, mais se heurte cette fois-ci à un mur. Car contrairement aux déclarations du porte-parole du gouvernement béninois invitant la presse internationale à venir enquêter
sur ce qu'il appelle les accusations portées contre son pays, la presse française a été tournée cette fois-ci en bourrique. 1 mois et demi après avoir déposé sa demande d'accréditation, notre journaliste fait face à un silence radio côté autorité béninoise. Comme réponse, c'est un refus qui ne veut pas dire son nom qui lui est adressé. Le 27 mai dernier, j'ai fait les choses bien et j'ai demandé une autorisation de reportage à la HAC béninoise, l'organe en charge de l'accréditation des journalistes étrangers. Première surprise, son secrétaire général m'a reçu assez froidement en disant que ma demande allait être examinée de près par le président, en raison, je cite, d'un précédent fâcheux. Ma vidéo dans le Nord, sur les soldats français à Kandy, n'avait visiblement pas plu aux autorités béninoises. Mais je me disais qu'avec les propos rassurants du porte-parole du gouvernement, j'allais pouvoir visiter le Bénin, de Cotonou à Malanville, et faire mon travail de journaliste en toute liberté. Eh bien, figurez-vous que je me suis bien planté. 1 mois et demi après ma demande, j'attends toujours mon accréditation, qui ne m'a pas été refusée officiellement, mais qui a été ajournée. Décidément, la France-Afrique n'est pas encore morte. Elle est même toujours bien vivante au Bénin. Après les déclarations des officiels nigériens, puis il y a quelques jours celles du président burkinabé, qui se veulent tous catégoriques sur la présence avérée de bases françaises dans le Nord Bénin, les mésaventures de ce journaliste français dans la recherche effrénée et vaine de son accréditation chimérique en disent simplement long sur le dilatoire auquel semble se livrer le Bénin sur ce dossier, ce qui évidemment renforce encore plus le doute sur la bonne foi des autorités béninoises. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, a reçu hier mardi le jeune cycliste Kaboré Frédéric du Burkina Faso qui a effectué un déplacement sur Niamey, et cela pour saluer les dirigeants des 3 États membres de l'AES. Suivez le reportage de Kadidiatou Hassan de la télévision nigérienne. Le jeune cycliste Kaboré Frédéric Wendonda, qui a quitté le Burkina Faso le 22 juin 2024 pour Niamey après une longue distance de plus de 500 km, est arrivé à Niamey le 30 juin dernier. Et ceci après avoir traversé les localités de Kaya, Dori, Setenga, Tera, Goté et Niamey. Le jeune Kaboré, âgé de 36 ans, a été reçu hier après-midi par le premier responsable de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, qui lui a présenté toutes ses félicitations et ses encouragements au nom des dirigeants et des vaillants peuples des États de l'AES. Nous venons d'accueillir au gouvernorat le cycliste de l'AES, Frédéric Kaboré, qui, il vous souviendra, a déjà fait Ouaga-Bamako, et il a parcouru donc du 22 au 30 juin le trajet Ouaga-Niamey, soit en 9 jours, 520 km à peu près. Il a choisi de pédaler de Ouaga à Niamey pour apporter le message de paix et d'espoir au sein de l'AES. Donc que nous le recevions aujourd'hui, ce n'est que de bonne aloi, c'est tout à fait normal, pour l'encourager à persévérer dans cet élan patriotique. Ce jeune patriote, courageux, plein de volonté et de détermination, a reçu également des cadeaux offerts par les autorités de la région. À son tour, Kaboré Frédéric a témoigné sa reconnaissance aux autorités nigériennes par la remise d'un message au chef d'État de l'AES et du drapeau de la Confédération des États de l'AES. Après cet accueil empreint d'émotion, le jeune Kaboré Frédéric s'est dit satisfait par la grandeur d'esprit des autorités nigériennes. Je salue vraiment monsieur le gouverneur. Vraiment, je suis très content. Et je remercie aussi le président des ressortissants burkinabés qui m'a donné un billet d'avion pour le retour. Et je ne sais pas combien de cadeaux. Et même j'ai eu 2 parcelles à Niamey ici. Donc je suis devenu Nigérien. Cet espoir de ce jeune cycliste Kaboré en hommage aux États de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, témoigne la ferme volonté et l'engagement des populations, accompagner leurs dirigeants pour la reconquête de leur souveraineté.
Et avant de refermer cette édition, suite à la tenue du premier sommet des chefs d'État de l'AES, notre rédaction continue de recevoir des lettres de félicitations. Il s'agit de l'amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, le mouvement national Mali Djobara, le forum des organisations de la société civile du Mali et l'association des gendarmes retraités et veuves du Mali. Tous saluent la création de la confédération de l'AES. Aussi, il félicite le colonel Assimi Goïta pour sa désignation en tant que président de la dite confédération et lui souhaite plein succès. Et suite à la levée de la suspension de leur activité, les communiqués des partis politiques, mouvements et associations continuent de nous parvenir également. Il s'agit du mouvement pour la refondation de la démocratie MRD, du parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA, de la coalition des forces patriotique COFOP et du mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine MIRIA. Ces formations politiques et mouvements se réjouissent de l'initiative des autorités de la transition et saluent l'adoption du projet de décret portant la levée de la suspension de leur activité lors du Conseil des ministres du mercredi 10 juillet 2024. C'est tout pour cette édition. Grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. À demain, plaise à Dieu. Bonsoir.